Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré à mon témoignage sur les épandages et les chemtrails visibles sur Paris et la région parisienne. Alors, ça sera une diapo qui est extrêmement longue, donc elle sera divisée en plusieurs parties. La première partie ira seulement jusqu'au 5 février parce que je fais l'analyse d'énormément de choses, notamment d'extraits de journaux en parallèle de mes observations d'épandage, et donc je fais une analyse sur ces extraits-là en faisant des recherches sur les personnes qui apparaissent sur l'écran dans les journaux télé, et donc du coup il m'a fallu un peu plus de temps et voilà, donc c'est pour ça que la vidéo est plus longue et donc qu'elle n'est pas forcément que sur les épandages uniquement. Elle est aussi sur tout le discours en parallèle et sur les gens qui sont là et se disent être garants de notre sûreté. Donc je vais vous citer une citation de Joseph Joubert. Le but n'est pas toujours placé pour être atteint. Donc là, je ne fais pas forcément cette vidéo d'épandage uniquement pour parler des épandages, mais pour servir de point de mire et pour me permettre du coup d'extrapoler et d'analyser la société dont je suis témoin et dans laquelle je vis. Voilà, donc je vous fais aussi une petite aparté sur pourquoi j'utilise des fois le mot de diapo, parce qu'une personne m'a demandé et m'a dit que normalement je devrais plutôt utiliser le mot vidéo. J'utilise le mot diapo parce que pour moi, c'est des séquences personnelles. Donc, il n'y a pas de scénario de base, c'est juste un témoignage comme un journal. C'est un peu comme des diapos de famille. Donc voilà, je voulais sortir des carcans, c'est pour ça que je préfère utiliser ce terme-là, quoique on puisse débattre et puis trouver des arguments pour ou contre. Voilà, donc au début de la diapo, vous pourrez observer un ciel qui est blanc, pas mal de masses qui arrivent des côtés opposés. On a constaté durant tout le mois des températures différentes avec des vents plus ou moins forts avec des rafales. On n'a pas forcément observé d'épandage visible, mais surtout des masses qui arrivent des nuages très bas avec un ciel changeant parfois d'une heure à l'autre, ou sinon on a une semaine entière de ciel blanc et un soleil chaud d'un coup qui apparaît avec une luminosité très intense. Donc c'est assez particulier. Je constate toujours ce ciel blanc qui est aveuglant. Quand on essaie de regarder le ciel, c'est vraiment très désagréable. Nous avons aussi eu une pluie toute fine en début de mois qui est très légère et qui vole dans le vent. Le 2 février, c'était un ciel très chargé. Donc je vous ai mis aussi des images de la Seine. Et je fais dans cet épisode-là, dans la première partie, le bilan de ma chaîne et des pouces rouges, mais aussi des discours des médias, des politiques et des responsables qui sont délégués aux tâches ingrates. Donc ce sont des brides de journaux télé quand je vais chez des amis ou sur lesquels je fais quelques recherches, d'où la lenteur à poster cette diapo de février. Voilà. Donc pour la suite de la diapo, en date du 10 février, j'ai fait une remontée de Paris le long de la Seine, où j'ai constaté des grosses traces d'épandage et des avions assez étranges. Donc ça sera la deuxième partie de la diapo. Et je voulais vous dire, si on ne se défend pas maintenant alors qu'il nous reste des forces, c'est pas quand ils auront épandu le virus sida rougeole que nous pourrons bouger et nous défendre. Donc l'argument de l'impuissance, c'est un argument pour moi, un argument par l'absurde, dans le sens où on dit je suis fatigué donc je bouge pas, car ça risque de me fatiguer encore plus, donc ça fatigue. Donc on bouge encore moins. Voilà, donc n'oubliez pas la finalité des choses pour éviter de tomber dans la manipulation. Le, le but est l'arrêt de cette pollution scientifique et volontaire. Le but dans tous les cas. Donc peu importe le temps que ça mettra, il faut absolument que cette pollution s'arrête. Nous sommes des personnes qui se devons d'être inachetables parce que le prix est incommensurable de l'atteinte faite sur les consciences et sur le monde. On a déjà dépassé le prix, si on pouvait appeler ça le prix de vente. Donc on ne peut pas s'arrêter. La censure ne pourra rien faire.
Voilà, donc dans cette première partie, je vous fais l'analyse du discours du procureur de la République de Marseille, du vice-président du région PACA, de la ministre de la Défense, du maire du Canet des Morts, par rapport à une analyse que je fais des hélicoptères qui se sont crashés en début de mois. Donc je trouvais ça assez étrange et en faisant des recherches, donc je suis tombée sur pas mal d'informations très intéressantes. Donc je vous laisse juger de tout cela et je vous prie de m'excuser encore une fois pour la longueur de la diapo. Sur ce, prenez soin de vous, soyez bénis et que Dieu vous garde. Nous sommes le 1er février, il est 11h06. Et nous avons un ciel gris. Hétérogène. Alors regardez bien parce que les nuages arrivent d'ici. Et en même temps ici, on a une masse qui arrive. Pour que toutes ces deux masses-là se rejoignent ici au milieu. En fait, devant le soleil. Et là, alors que le soleil est caché, on a un vent complètement glacé. Donc il est midi 10 et le ciel s'est bien ouvert. On voit le soleil. Il y a un petit rayon chaud parce que là, pour une fois, le soleil est pas trop recouvert par une couche blanchâtre, mais pas d'épandage visible, hein. On voit simplement les masses arriver. Alors il est 13h45, le 1er février 2018, et je vous fais cette vidéo pour vous montrer à quel point les nuages sont bas, la forme qu'ils ont et à quel point ils sont bas. Donc je vais zoomer, vous allez voir. Regardez bien. Voilà. Vous voyez, au-dessus de lui, il n'y a absolument rien. Aucun nuage. Par contre, cette masse-là, bien explosive, compacte et très basse. Alors que ce genre de nuages-là sont censés être en hauteur et ne pas être au niveau des bâtiments, presque au niveau de la rue, hein. Donc là, on a un peu de nuages aussi. On a un soleil, mais le soleil est assez froid. C'est très paradoxal, mais quand il y a les épandages comme ça, les masses nuageuses, les rayons du soleil ne passent pas jusqu'à nous. Ils sont réfléchis vers le haut, hein. Ils repartent. Et là, on voit, il y a une autre couche qui arrive. Donc en fait, à peine ça s'ouvre, hein, ça se referme aussitôt avec des couches qui arrivent, couche après couche. Ça s'ouvre, hop, ça se referme, avec des grosses masses très basses. Mais pas d'avion, hein. Moi, je n'observe pas d'avion aujourd'hui. Le 2 février 2018,
Il est 13h04 et nous avons une pluie toute fine, mais bien présente. Voilà. Et depuis donc à peu près une petite demi-heure, c'est comme ça, c'est une petite pluie fine qui nous tombe dessus. Avec aucun soleil, aucun nuage déterminé, hein. Toujours une couche blanche au-dessus, voilà, bien blanc. Et au fond, une petite ouverture blanchâtre. Voilà, on voit c'est ouvert mais c'est blanc, c'est pas bleu quoi. Ensuite, je vais vous montrer l'instabilité du ciel pour vous montrer à quel point c'est chargé. Et au fond, comment ça risque de tomber la pluie encore, là, de péter. Parce que c'est très très sombre au fond. C'est très sombre. Très chargé, on voit une activité très soutenue. Et un ciel très 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 brouillon, hein. Alors, nous sommes le 2 février. Donc, je vous montre le ciel un peu. La tour Eiffel. Et on va aller voir le niveau de la Seine. Il est 15h55. Donc voilà le niveau de la Seine. Ça n'a pas encore trop encore augmenté. Le RERC fonctionne toujours. Et il y a un peu d'eau là. Mais bon, c'est pas encore monté jusqu'au pont, jusqu'au niveau du pont. Et voilà, on voit c'est toujours autant inondé quand même. Préfabriqué, toujours inondé. Voilà le 2 février. Donc vous pouvez voir un ciel très chargé. Ce matin il a plu. Il a plu pendant au moins 2-3 heures. Avec une pluie toute fine. On a un ciel encore bien chargé hein, de l'autre côté aussi. Qui va certainement faire repleuvoir. Donc voilà le RERC qui vient de partir et j'ai l'impression que ça a un tout petit peu baissé depuis hier et depuis avant-hier. Donc là ils ont rajouté une pancarte. Fermeture exceptionnelle en raison de la crue. Là, rite inondée et j'ai l'impression que quand même ça a un tout petit peu baissé. Donc la statue, voilà, on dirait que ça a un peu baissé quand même le niveau. Je vais me reculer un peu pour qu'on voit. Mais il semblerait que ça ait un tout petit peu baissé. Alors, ça c'est le ciel qu'on a là, le 2 février, il est 16h02. Et ce que je faisais remarquer à mon ami, c'est qu'on voit plus les avions depuis 2 mois à peu près. On voit plus les avions. Par contre, on voit bien les traînées. Là, on voit que c'est pas normal. Hein. Il y a des traînées en fait dans le ciel. Mais les avions ont disparu. Alors, je pense qu'ils doivent épandre vraiment plus haut pour pas qu'on les voit. Hein. Mais alors, c'est embêtant parce que déjà,
Avant, quand on arrivait à aller filmer les avions, les gens y croyaient pas. Alors maintenant qu'on va pas réussir à voir les avions, alors là, ça va être encore plus difficile de faire réaliser aux gens ce qui s'est passé. Hein, et ce qui est en train de se passer au-dessus de leur tête. Hein. Alors c'est dommage, la caméra, elle arrive pas bien à faire le zoom, mais on voit, il y a des traînées de fumée, quoi. À l'œil nu, en tout cas, c'est flagrant. Hein. Alors nous sommes le 2 février 2018, il est 17h02. Et alors concernant ma diapo 2, épandage et chemtrail montage janvier 2018, témoignage des abonnés, nous sommes à 129 vues, donc tous mes abonnés n'ont pas encore vu la vidéo, et pourtant je suis déjà à 50 pouces en bas. Et ce matin j'ai regardé, j'en étais à 22 pouces en bas, donc si ça monte comme ça proportionnellement en fonction du nombre de vues, je pense que cette vidéo-là va passer vraiment le seuil des, je pense, 60-70 pouces en bas. Ce qui est étrange quand même, parce que c'est une diapo de témoignage qui ne me concerne pas, mais qui concerne mes abonnés. Donc normalement, les abonnés devraient apprécier, devraient aimer ce genre de vidéo, vu que c'est eux-mêmes qui m'ont témoigné tout ça. Donc je sais pas, voilà, je vous témoigne juste simplement de ce fait-là, avec 50 pouces en bas. Et concernant les commentaires, hein, on est passé déjà à 23 commentaires, ce matin il n'y avait que 5 commentaires. On va regarder un peu. Donc là, c'est des liens donc, qui vont dans le sens de ce que je dénonce. Là, un message de remerciement. Merci pour ton travail. Moi, je suis incapable de faire des vidéos, mais je voulais contacter ACPICA, l'association, là, pour faire prendre conscience au plus grand nombre et vérifier ce que je t'ai dit, et vérifie ce que je t'ai dit à propos du lac du Der dans la Marne. Ça explique pourquoi les avions n'arrêtent pas. Ils causent d'énormes pluies au point de faire déborder la vallée de la Marne. Ça a duré tout janvier. Donc voilà, cette personne-là qui confirme exactement ce que je dis. Alors là, on a une personne par contre qui dit que ce sont des contrails, alors que c'est pas de la condensation, évidemment. Hein. Ah, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu. 13 personnes. Alors là, il y a quelqu'un qui dit que c'est pas des contrails. Moi, je lui ai répondu, hein, Max Tagliatelle, le gouvernement vous paye bien pour mentir. Honte à vous, la vérité est en train d'éclater. Les pilotes répondront de leurs actes pour leur gazage. Tout comme les régimes actuels dans le monde, ils ne pourront pas se cacher longtemps. Pensez à ça et convertissez-vous et arrêtez de protéger ces eugénistes avant qu'il ne soit trop tard. Alors, il dit qu'il n'y a pas d'études de chemtrail. Alors, des noms payés, non, j'ai pas reçu de virement ce mois-ci. Juste une question, elles sont où vos analyses, études? Il n'y a aucune étude nulle part. Même comme moi, je vous ai dit, hein, moi, je ne suis pas là pour vous prouver quoi que ce soit. Moi, je vous témoigne des faits que je vois. Donc après, vous y croyez pas, voilà. Hein. Voilà, confrérie pouce rouge. Il y en a plein ta chaîne depuis quelques vidéos, Esmeralda. Alors oui, j'ai constaté qu'il y a quelques pouces qui se sont rajoutés. D'où du mass dislike. Masque l'affichage des likes, dislikes, ils se barreront. Non, 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 je veux pas. Non, 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 non. Ah non, 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 les amis. Moi, pourquoi je veux pas enlever les pouces? Parce qu'il faut montrer la discrimination dont nous sommes victimes et la persécution de la vérité. C'est important. C'est important de montrer. Et c'est pour ça que vos commentaires à vous sont importants. Parce que vous contribuez du coup à démontrer que les pouces sont faux, sont mensongers. Et donc, comme ça, on démontre toute l'énorme manipulation qui se passe au niveau des masses. Nous avons les moyens, du coup, par la déduction logique, par l'esprit saint et le bon sens, d'en déduire, du coup, le niveau de corruption de certaines personnes dans la société et de certaines institutions qui sont prêtes à mentir et à déformer la vérité.
en rajoutant des pouces, en mettant des commentaires complètement contradictoires, alors que même un député dénonce, hein, ici c'est un député qui dénonce hein, dans la vidéo, les chemtrails, donc à un moment, il faut arrêter avec le complotisme ou les arguments qui n'ont aucun sens. Donc voilà, donc je vais pas vous faire tous les commentaires, mais en gros, il y en a surtout un voilà, qui continue à persister à dire que ce ne sont pas des chemtrails. Mais c'est comme dans la Bible, hein, le soldat qui poursuit le Christ hein, et qui pourchasse tous les croyants jusqu'au jour où bah, il tombe face à face devant le Christ et puis là il se convertit. Donc Max Tagliatelle, le jour où tu verras autant d'épandages sur ta maison, ce jour-là je sais que tu te convertiras à ce que nous dénonçons. Ou sinon, ben, tant pis pour toi, mais on peut pas te laisser nous empêcher d'avertir et d'informer la population des expériences de géo-ingénierie et de géoclimatique. C'est pas possible, on peut pas te laisser faire. Donc voilà. Donc en tout cas, pour vous montrer un peu l'évolution de la vidéo et effectivement quelques pouces en bas qui se rajoutent depuis quelques vidéos. Alors il y en avait une autre. Alors celle-là, qu'est-ce que ça donne celle-là? On va regarder juste un peu pour se donner un petit aperçu. Voilà, celle-là aussi. Voilà, un petit aperçu. Analyse de la propagande vaccinale de la CAF. Janvier 2018. Là, on en est à 146 pouces en bas. Alors que voilà, tous mes abonnés n'ont pas vu encore ma vidéo. Voilà. Et je pense pas avoir une centaine d'abonnés qui se soient abonnés alors qu'ils sont contre ce que je dénonce. Je pense pas. Et vu les commentaires, c'est pareil, on peut pas penser ça. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt hein, pour la suite de l'analyse consacrée à mon évolution de ma chaîne. Au-delà d'être témoin des épandages, en ce début de mois de février, nous avons eu droit aussi à un crash d'hélicoptère jusque dans l'armée. Des crashs d'avions, d'hélicoptères inexpliqués jusque dans l'armée. Je me devais de faire une petite enquête et de me poser quelques questions. 5 officiers de l'armée de terre qui étaient en mission d'entraînement. Les pilotes étaient expérimentés et c'est l'hypothèse d'une collision en vol entre les deux appareils qui est privilégiée. Martin Pelosi, Alexis Puyette. Des enquêteurs qui font des constatations d'usage en l'absence de boîte noire. Le travail d'enquête s'annonce compliqué après le crash de 2 hélicoptères Gazelle de l'armée, peu après 8h30, près du lac de Carcès. L'hypothèse de travail sur laquelle les enquêteurs aujourd'hui travaillent, c'est l'hypothèse d'une collision entre ces deux appareils, sans qu'on puisse déterminer exactement où est-ce que cette collision a eu lieu et les conditions exactes dans lesquelles elle est intervenue. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent dans leur carré noir. Toute cette histoire sent mauvais. 2 pilotes expérimentés de l'armée qui se rentrent dedans. Mais bien sûr. Moi, je crois rien de ce que j'entends et je penche plus pour une explosion en plein vol, surtout si les boîtes noires ont disparu. Et si ces officiers avaient entendu ou pris la décision de tout révéler au peuple sur les expériences de géo-ingénierie, ou autres, pour nous protéger, n'aurait-il pas eu un risque qu'ils finissent ainsi? Qui est ce monsieur? Donc là aussi, la question est de savoir qui est Xavier Tarabeu. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand on tape le nom de ce monsieur, le premier lien qui apparaît, c'est un lien d'un journal, d'un article La Marseillaise. Alors, en date du 12 septembre 2016, Justice, le nouveau procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeu, a pris ses fonctions hier. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Passionné de voile, ce magistrat de 54 ans, qui était à la tête du parquet de Toulon, s'est navigué par mer forte, Marseille. Voilà. Donc, la première chose que nous avons sur ce monsieur, c'est que c'est un passionné de voile qui essaie de naviguer en mer forte. Voilà. Et ensuite, nous avons des vidéos. Et là aussi, un article du Parisien. Voilà. Donc, je vais vous montrer le premier article parce qu'il est assez intéressant. Voilà, lamarseillaise.fr, Xavier Tarabeu,
nouveau chef du parquet de Marseille, en date du 12 septembre 2016. Donc il y a déjà 2 ans et demi. Le nouveau procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeu, a pris ses fonctions samedi. Passionné de voile, ce magistrat de 54 ans, qui est à la tête du parquet de Toulon, s'est navigué par mer forte. Donc, si c'est un magistrat, il a fait des études juridiques et éventuellement l'ENA. Né à Avranches, dans la Manche, en 1962, Xavier Tarabeu a d'abord été juge d'instruction à Rennes. En omettant ses passages à la chancellerie, il a été procureur adjoint de Lorient, procureur de la République de Brest, avant d'être nommé en 2012 à Toulon. Il a exprimé hier son attachement à poursuivre le travail collectif, se disant conscient de ce que la justice doit, à la fois répondre quotidiennement à un volume important de dossiers et traiter des affaires complexes. Donc nous nous retrouvons dans une situation où ce monsieur acquiert son poste suite à des nominations. Monsieur Tarabeu a souligné l'anti-engagement du parquet, la mobilisation intense des services dans le contexte d'état d'urgence prolongé. Mais sauf que l'état d'urgence prolongé, c'est eux-mêmes qui l'ont créé, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a 60 ans, il n'y avait absolument pas d'islam en France, il n'y avait pas de mosquée en France. C'est bien la République qui a importé l'islam en terre chrétienne, qui a favorisé les partis les plus virulents de l'islam en criminalisant une jeunesse issue de l'immigration depuis 60 ans. Ce qui fait que cette jeunesse-là n'a qu'une seule solution en réalité, qui est de s'opposer à ce régime-là qui les discrimine. Et comment ils font ça? Par le chemin du djihadisme. Vu que la République ne les aime pas depuis 60 ans, vu qu'au lieu de leur proposer la culture française, ils leur proposent un subsédané d'une culture païenne, athée, voire satanique, pour des personnes qui ont un envie spirituelle, c'est tout simplement inadmissible. Donc forcément, ils vont aller de l'autre côté, mais d'une manière plus virulente, parce qu'il faut rappeler quand même que les dispositifs mis en place de manière étatique sont bien plus puissants que les dispositifs de quelques personnes en banlieue qui auraient envie de se retourner contre le régime. À un moment, il faut arrêter aussi de grossir les événements, hein, parce que c'est pas simplement 2-3 personnes isolées qui décident d'un coup de se retourner contre le régime. Les mouvements djihadistes, c'est bien les républiques qui les ont créés, qui les ont financés depuis 60 ans. Et les mouvements républicains dans tous les pays occidentaux, ils s'y sont tous mis pour financer le djihadisme. En pensant qu'ils étaient plus forts que Dieu et qu'ils allaient pouvoir régler la situation en Orient, la seule chose qu'ils ont fait, ils ont détruit toutes les cultures orientales et ils se sont mis à dos toute cette partie du monde. Voilà. Donc il est important de ne pas faire l'amalgame, cette fois, le vrai amalgame, entre les populations occidentales qui souffrent de leur régime et de leur gouvernement depuis plus de 2 siècles, et puis ces régimes-là qui prétendent être représentants et dignes représentants des peuples. Non. Parce que moi, personnellement, je n'ai aucun sang sur les mains, je n'ai aucune prise de décision, aucun lien avec ces prises de décision, etc. Donc attention. Et pour pouvoir transcender toutes ces manipulations étatiques et institutionnelles, il faut bien qu'on ait conscience de ça. Que l'individu est premier, mais que nous sommes tous, malheureusement, prisonniers d'institutions étatiques. Alors, je continue, Monsieur Tarabeu a souligné l'entière... Bon, ça, j'avais lu. La juridiction marseillaise bénéficie d'ailleurs depuis plusieurs mois d'un assistant spécialisé dans la lutte contre la radicalisation, a-t-il rappelé. Mais c'était pas avant qu'il fallait voir. S'agissant de l'augmentation des règlements de compte, 19... Ah oui, alors là, j'ai loupé ça et ça, c'est important. Donc, M. Tarabeu a souligné l'entier engagement du parquet, la mobilisation intense des services dans le contexte d'état d'urgence prolongé, le travail d'analyse et de coordination, les relations renforcées avec le préfet de police.
témoigne à ses yeux de l'implication totale des services dans la lutte contre la radicalisation et la prévention d'actes violents. Sauf que moi, j'ai envie de faire une nuance entre les actes violents qui sont issus d'une défense légitime de la part des citoyens qui sont oppressés et d'actes violents envers une personne, un autre citoyen, sans justificatif, sans défense, etc., sans avoir besoin de se défendre, qui là serait totalement un crime. Mais un acte de violence fait pour se défendre est légitime. La juridiction marseillaise bénéficie d'ailleurs depuis plusieurs mois d'un assistant spécialisé dans la lutte contre la radicalisation, a-t-il rappelé. Voilà, donc ça va nous faire un petit fonctionnaire en plus pour travailler sur le dossier. S'agissant de l'augmentation des règlements de compte, 19 depuis le début de l'année, dont 3 tentatives sur le ressort de Marseille. Ils vont nous faire croire qu'il n'y a eu que 19 tentatives de règlement de compte. Ils se moquent de qui? Le nouveau procureur affiche sa totale détermination dans la lutte contre cette criminalisation. Parce qu'à un moment, il faut arrêter. Cette criminalisation qu'ils inventent est uniquement issue de quoi? D'une pauvreté qu'ils ont eux-mêmes instaurée dans les quartiers. Et ils ne laissent à la population, du coup, dans ces quartiers, comme seul gagne-pain, la vente de cannabis, qui n'est pas un crime en soi. Voilà. Et ils font ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir manger, point. Et ce régime criminalise les gens. Il a fait observer que 6 affaires avaient été élucidées et 8 crimes évités. Mais 6 affaires sur combien? Combien d'affaires? Et 8 crimes évités. J'aimerais bien savoir comment ils ont fait. Parce qu'un crime, normalement, la police ne s'en occupe qu'une fois qu'il est commis. Donc comment ils ont fait pour éviter des crimes? Étant donné que vous-même, quand vous allez à la police pour leur dire quoi que ce soit, ils vous disent toujours « Ah oui, non, mais attendez, il faut attendre que l'acte ait été commis pour que nous, on puisse intervenir. » Et là, ils vous disent 8 crimes évités. Bon, s'ils ont été évités, c'est pas des crimes, en fait. Ce que traduit un véritable travail de fond de la DIPJ et a insisté sur le pilotage renforcé et la stratégie d'enquête élargie. Mais pour moi, la DIPJ, c'est simplement une sorte d'institution servant à ficher les gens, à criminaliser les gens et à les ficher, à leur pourrir la vie. C'est tout. Le procureur a développé les axes de sa politique pénale, notamment la lutte contre la radicalisation violente. Déjà, si la radicalisation, elle est forcément violente, déjà, donc voilà. Et sa lutte contre la radicalisation violente et l'islamisme djihadiste. Moi, j'aimerais bien comprendre comment ces gens-là se permettent de dire qu'ils luttent contre quoi que ce soit, alors que c'est eux-mêmes qui ont tout fait pour installer l'islam en France. Ouais, à un moment, je vous rappelle quand même, l'islam n'existait pas il y a 60 ans. C'est un fait, que cela plaise pas, ça n'existait pas. Donc, pour moi, c'est simple. Les responsables des attentats au Bataclan, les responsables des attentats de Nice, les responsables de l'islamisme, les responsables de la radicalisation, etc., ce sont les politiques. Point. Ils n'avaient pas à détruire chaque communauté dans le monde et à provoquer un déplacement de population, même pas géré. Parce que si on avait vraiment eu besoin de demander à des populations de venir en Europe, on aurait instauré une population, des obligations de communauté. C'est-à-dire qu'on aurait accepté, par exemple, toute l'immigration venant de l'Orient, mais qui avait les racines chrétiennes. Parce qu'il y a des chrétiens orientaux. Il y a des orthodoxes orientaux. Il y a des protestants orientaux. Donc, pourquoi faire tout pour mettre des gens qui sont différents et qui pensent différemment ensemble? Ils savent d'avance que sur certains sujets, un chrétien et un islamiste, ils ne seront jamais d'accord. Parce que pour un chrétien, le Christ est Dieu. Pour quelqu'un qui croit en islam, c'est impossible. Les prophètes ne peuvent pas être Dieu. Donc là-dessus, on ne pourra jamais être d'accord. Jamais. La lutte
Et c'est comme ça. La lutte contre les organisations criminelles complexes. Ah, bah, est-ce qu'ils vont enquêter sur la franc-maçonnerie, sur tous ces trucs-là, là, qui sont très obscurs, où on ne sait pas bien ce qui se passe et qui ont envahi tout notre territoire? Parce que ce sont des organisations criminelles complexes, quand même. Hein, il se passe des décisions cachées pour la population. Non, non, non. Eux, ils vont faire quoi? Uniquement dans les trafics de stupéfiants, voilà, et d'armes. Ah oui, mais s'il y a des armes, c'est bien parce que on est criminalisé par ce régime. Donc forcément, il faut se défendre. Voilà. Et du coup, ils ont créé quoi comme alibi pour incriminer et pénaliser les gens? Eh ben, le fait de fumer. Alors que eux, tous les jours, ils nous épandent des produits chimiques sur la figure. Donc, j'aimerais bien qu'on mette en place une vraie politique pénale pour les politiques. Les règlements de compte relevant du narco-banditisme. Synthèse du néo-banditisme issu des banlieues et du banditisme traditionnel. Mais les banlieues, c'est eux-mêmes qui les ont créées. Les habitants, ils n'ont jamais demandé d'habiter dans des tours qui font 20 mètres de haut. Et le narco-banditisme, c'est pareil. Hein, avant, il n'y avait pas des drogues de synthèse sur Terre. Il y avait juste une ou deux plantes un peu hallucinogènes, hein, ou qui détendaient. Et voilà. Mais à partir de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait quoi? Ils ont créé des drogues de synthèse, qui, elles, sont extrêmement nocives et dangereuses, parce qu'elles détruisent réellement le cerveau entièrement. Elles détruisent les muscles, elles détruisent tout. Donc là, c'est pareil. Pourquoi on criminalise sans cesse les gens alors qu'il faut revenir à la cause? La cause des choses, c'est quoi? Eh ben, c'est une mauvaise gestion du pays par des gens qui se prétendent être légitimes. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés dans leurs institutions entre eux. À l'entendre, l'espace de régulation des conflits et des tensions sociales que constitue un tribunal doit être mieux protégé. L'accueil en juridiction doit répondre aujourd'hui à d'impératives exigences de sécurité et de sûreté. Pourquoi? Parce que dans les tribunaux, ça commence sérieusement à chauffer, parce que les gens, ils en ont marre d'être incriminés et pénalisés pour des conneries. Ils en ont marre d'être taxés pour des conneries, d'aller en prison parce qu'ils refusent de payer des impôts pour financer encore des conneries. Voilà, donc forcément, il faut... l'accueil en juridiction doit être impérativement sécurisé et mis en sûreté, hein. Il a conclu sur l'affirmation qu'il est indispensable que la mission d'intérêt général et de protection des intérêts de la société ne cesse de guider les devoirs de la fonction de parquetier. Ah, mais moi je suis bien d'accord. Il est indispensable que la mission d'intérêt général et de protection des intérêts de la société ne cesse de guider les devoirs de la fonction de parquetier. Donc ma question est, est-ce que ce monsieur est au courant des épandages et des chemtrails? Est-ce qu'il est allé se renseigner depuis tout le temps où il est en poste, d'abord de magistrat, mais avant il était juge d'instruction à Rennes quand même, procureur adjoint de Lorient, procureur de la République de Brest, puis en 2012 à Toulon. Donc est-ce que ce monsieur est au courant des épandages et des chemtrails depuis tout le temps qu'il est dans le réseau? Parce que ce qui est quand même fou, c'est que ces gens-là sont nommés. Ils sont nommés pour un poste, puis un autre, sans qu'ils ne rendent jamais de compte à la population et aux particuliers. Jamais. Et là, on a bien un exemple. 9 septembre 2016, Xavier Tarabeu arrive de Toulouse et remplace Brice Robin, nommé à Chambéry, au poste de procureur général de Marseille. Voilà. C'est fou, hein? Nous, si on faisait pareil, comme ça, on nommait des gens au poste ici, puis là, on nous dirait, mais attendez, vous faites pas ce que vous voulez en France. Eh bah si, on leur dirait, bah si, attendez, la République, elle nomme des gens comme ça, hop, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas ici, voilà. Et puis surtout, chut, tout le monde se tait, sinon, chut,
tu changes de poste. Voilà. Ça serait facile. Ça serait facile. Donc voilà, il faut se poser quand même pas mal de questions sur tout ça parce que notre système étatique est quand même bien rouillé, bien sclérosé et puis surtout pas du tout démocratique. Parce que des gens qui ont des outils pénals ou pénaux, je ne sais pas, ne sont jamais responsables devant le particulier. Ils vont se cacher derrière des institutions en cas de contestation quelconque de la part du particulier. Et ça, c'est un vrai scandale. Dans les années à venir, il faut vraiment réformer cette mentalité-là qui dit que d'autres êtres humains sont supérieurs à d'autres êtres humains pour les soumettre et pour leur imposer quoi que ce soit, alors qu'en parallèle, on n'obtient aucune réponse sur des faits observables de scientifiques et de géo-ingénierie. Les 5 militaires tués, 3 instructeurs et 2 stagiaires étaient tous originaires de l'école de l'aviation légère de l'armée de terre, à une vingtaine de kilomètres. Ici, c'est incompréhension totale, puisque donc, ce sont des moniteurs qui ont une très grosse expérience, plus de 5000 heures même pour l'un, qui connaissent parfaitement la zone, qui connaissent parfaitement l'exercice, ils l'ont déjà joué plusieurs fois, cette année et l'année d'avant. Nos machines sont de bonnes machines, rustiques, où on n'a jamais de problème, avec un entretien mécanique qui est vraiment vérifié quotidiennement. Des pilotes régulièrement mobilisés dans la région lors des incendies d'été. Nous sommes dans le deuil. Voilà, dans le deuil, dans la peine et dans l'émotion. Parce que c'est des personnes que l'on connaît, c'est des unités avec qui nous avons des relations permanentes. En attendant les 5 officiers morts pour une armée corrompue car devenue milice privée pour les politiques et les industriels. Mais nous sommes en deuil. Ce monsieur est venu nous faire du sentimentalisme au lieu de gérer notre territoire. Mais qui est Philippe Vittel, en fait, pour être autorisé à parler à la place du peuple? Qui est Philippe Vittel? Philippe Vittel, c'est le vice-président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est délégué à l'identité régionale et aux traditions. Il est en fonction depuis le 18 décembre 2015. Cela fait déjà 2 ans et demi. C'est un chirurgien plasticien. Il est le fils de Jean Vittel, ancien député du Var. Il est élu député le 16 juin 2002 pour la 12e législature dans la deuxième circonscription du Var. Il fait partie du groupe UMP. Il est réélu en juin 2007 et en juin 2012. Donc, on pourrait dire que c'est un peu un vieux de la vieille. Il est investi en juillet 2013 par la Commission nationale d'investiture de l'UMP pour conduire une liste de rassemblement lors des élections municipales à la Sienne-sur-Mer. Il est nettement battu, finissant dernier derrière la liste d'Union de gauche et la liste Front National. Lors de ses mandats parlementaires, il fut vice-président de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, membre du groupe d'études sur le problème du Tibet de l'Assemblée nationale et membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et donc ma question qui était de savoir, est-ce que ce monsieur qui a été membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN est au courant des problèmes d'épandage, des chemtrails et de la géo-ingénierie. Et donc, étant donné son haut niveau de compétences et de qualification, et qu'il intervient dans le domaine militaire en cas de crash d'hélicoptère, etc. Donc, est-ce qu'il est au courant de tout ce qui se passe au niveau des avions qui survolent notre territoire et nous causent un problème de non-sûreté? Il est également, depuis novembre 2012, secrétaire départemental de l'UMP Var. Voilà, il est investi tête de liste. Voilà, là où nous avons les mandats de ce monsieur, mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'était qu'il avait fait partie, un membre de l'OTAN. Donc là, vous avez aussi les fonctions. Voilà, Hubert Falco notamment, les quelques personnes avec lesquelles ce monsieur a collaboré. Voilà, et là je vous ai mis l'étymologie du mot tête de liste. Voilà, parce que ça me faisait bien rire l'idée que chacun était nommé comme ça.
Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer sur cette carte-là, c'était l'emplacement du Var et donc, comment dire, son emplacement frontalier. Voilà, est particulièrement stratégique et qui pourrait donc tout particulièrement intéresser un membre de l'OTAN. D'où ma question légitime en vue de la sûreté nationale et du bien commun. Ce monsieur est-il au courant des problèmes de géo-ingénierie? Sur ce, je vous laisse continuer Les la résultats de diapo. l'enquête, plus aucun exercice avec des hélicoptères Gazelle n'est prévu par l'école militaire. La ministre l'année des morts cet après-midi sur la base d'où venaient les 2 hélicoptères. Florence Parly a fait part de son émotion avec une pensée particulière pour les familles et pour les proches des victimes. Bonsoir Jean-Luc Lombourg, vous êtes le maire du Canet des Morts. C'est donc sur cette commune qu'est implantée l'école de l'aviation légère de l'armée de terre. Quel est votre sentiment ce soir ? Une profonde tristesse. Alors, qui est Florence Parly? Florence Parly, ministre de la Défense. C'est cette dame, née le 8 mai 1963 à Boulogne-Billancourt. C'est une dirigeante d'entreprise, femme politique et haute fonctionnaire française. Et là, nous avons, dont le conjoint est Martin Vial, et nous avons une fiche Wikipédia de cette dame. Donc, on va pouvoir aller consulter sa fiche. Alors, que nous apprend la fiche Wikipédia de cette dame? C'est que Madame Florence Parly est née le 8 mai 1963 à Boulogne-Billancourt. C'est une dirigeante d'entreprise femme politique et haute fonctionnaire française. Administratrice civile de la direction du budget, puis conseillère dans différents cabinets ministériels, elle intègre en 1997 le cabinet du Premier ministre Lionel Jospin, donc sous Chirac, qui la nomme secrétaire d'État au budget de 2000 à 2002. Donc durant 2 ans. Elle poursuit sa carrière chez Air France. Attendez, c'est pas fini. Où elle est notamment directrice générale adjointe de 2008 à 2014, avant d'intégrer la direction de SNCF. C'est fou, hein, ces gens-là ont toujours les meilleurs postes. C'est pas cette dame-là qu'on va retrouver à conduire notre métro et puis un jour arriver au ministère. Non, non. Voilà. D'abord, carrière chez Air France, hein, comme directrice générale adjointe, et ensuite à la SNCF comme directrice générale stratégie et finances du groupe public ferroviaire. Avant de devenir au 1er mai 2016 directrice générale de la branche SNCF Voyageurs. Voilà. Donc cette dame-là s'est occupée de nos transports, ferroviaires. Et quand on sait comment ils vont pas bien, on peut lui demander éventuellement des comptes sur les 2 années qu'elle a passé. Non, elle n'a pas passé 2 ans. Là, elle a passé. Ah, là, ils disent pas combien de temps elle a passé à la SNCF. C'est 2 ans chez Air France. Bon. Et là, elle est nommée. Comme ça. Toi, hop, je t'aime bien. T'es nommée. Nommée ministre des Armées. Ministre des Armées. Le 21 juin 2017. Donc cette personne a en charge énormément de vie sans qu'aucun particulier ne puisse lui demander des comptes sur sa gestion. Et qui l'a nommée? Eh ben, dans le 2e gouvernement d'Édouard Philippe, sous la présidence de Emmanuel Macron. Voilà. Donc une personne élue à moins de 30% de participation à un suffrage électoral nomme des gens de manière totalement arbitraire. Et cette personne vient du Parti socialiste. Donc vous voyez, les nominations de poste en poste concernent aussi bien la gauche que la droite. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je suis complètement apolitique. Surtout depuis que j'ai découvert l'énorme hypocrisie en matière de vaccination et de chemtrail, alors là, c'est le mot pour le dire. Je suis complètement vaccinée contre la légitimité gouvernementale. Et dans les études, qu'est-ce qu'on apprend? Que cette dame-là, fille de Jeanne-Marie Parly, née à Erland, conseillère d'État, on n'arrive même plus à lire comment ils écrivent, ex-rectrice de l'Académie de Caen et directrice de cabinet de Claude Allègre au ministère de l'Éducation en 2000. Claude Allègre, ça vous dit rien, Claude Allègre?
Et oui, même MC Solar, il en avait parlé dans sa chanson de Claude Allègre. Et Edmond Parly, professeur de lettres, Florence Parly entre, après son diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, bah oui, forcément, hein, elle peut se le payer, hein, elle a les moyens. Elle rentre à l'École nationale d'administration, donc l'ENA. Promotion Fernand Braudel en 1985. Voilà, donc tous ces gens-là se connaissent, ils sont parachutés de poste en poste à la sortie de l'ENA. Mais je vous apprends rien, vous le savez déjà. Donc attention, c'est pas fini. Carrière. Direction du budget et cabinet ministériel. À sa sortie en 1987 de l'ENA, Florence Parly est administratrice civile à la direction du budget. Donc vous connaissez beaucoup de gens comme ça qui sortent de leurs études et à peine diplômés, ils finissent où? Dans un poste à haute responsabilité sans même avoir de l'expérience. Florence Parly est administratrice civile à la direction du budget, responsable de la synthèse des comptes sociaux. Vous vous rendez compte, c'est une personne qui, alors qu'elle n'a jamais travaillé, n'a jamais perçu aucun SMIC, ne sait pas ce que c'est, elle devient responsable de la synthèse des comptes sociaux. Et elle s'occupe de quoi? De la création du revenu minimum d'insertion, donc du RMI, puis de la contribution sociale généralisée. Donc vos aides sociales. Hein. Puis, mais attendez, vous allez voir combien elle gagne et c'est marrant. Hein. Puis elle intègre les cabinets ministériels comme conseillère technique auprès de Michel Durafour au ministère de la fonction publique en mars 1991 et de Paul Quilès à partir de juin 1991 à l'équipement et au logement, puis à l'intérieur. Vous voyez, une fois dans la machine, il passe de poste en poste. Après la victoire de la droite aux législatives, alors là vient le temps de la politique, après la victoire de la droite aux législatives de 1993, Florence Parly réintègre la direction du budget. Ben oui, vous en connaissez beaucoup, vous, des gens, quand ils perdent leur poste, ils vont travailler un peu ailleurs, et puis dès que le poste se rouvre, hop, direct, ils reviennent. Voilà, donc elle revient. En qualité de chef des bureaux, de la protection sociale et de la sécurité sociale, puis de l'équipement, du logement, de la ville et de l'aménagement du territoire entre 94 et 95, et de la culture et de l'audiovisuel à partir de 95. Donc à partir de 1995, eh ben voilà, on a la responsable de la culture et de l'audiovisuel français. Elle adhère au PS en 1995 et fréquente la section du 14e arrondissement de Paris. Olivier Schramek la repère et la recrute en juin 1997 dans le cabinet du Premier ministre Lionel Jospin comme conseillère pour les affaires budgétaires. Secrétaire d'État au budget, elle est nommée secrétaire d'État au budget le 3 janvier 2000, devenant la Benjamine du gouvernement. Vous vous rendez compte quand même, ils mettent la plus jeune et la moins expérimentée comme secrétaire d'État au budget. En poste jusqu'au 6 mai 2002, donc encore 2 ans. Hein. Florence Parly, seconde, Christian Sautet, puis Laurent Fabius au ministère des Finances. En couple depuis 1991 avec Martin Vial, alors directeur général du groupe La Poste. Quand même, c'est fou, son mari est directeur du groupe La Poste et elle se retrouve au budget. Et puis, dans le ministère de Laurent Fabius, au ministère des Finances. Je sais pas, il n'y a pas conflit d'intérêt là. Et depuis juillet 2015, commissaire aux participations de l'État. Elle médiatise sa grossesse. Alors ça, c'est trop marrant. Elle médiatise sa grossesse, d'accord? Donc elle met sa progéniture et sa descendance devant le public. Hein. Alors qu'elle est en fonction, posant notamment dans Elle, sans révéler le nom de son compagnon. C'est quand même paradoxal. Pourquoi les hommes sont niés comme ça dans leur place d'hommes? Et pourquoi les femmes sont niées? Je vous disais, quelles sont ces personnalités politiques qui reconnaissent leur descendance, mais ont honte de leur conjoint? Et c'est pas la première femme politique à avoir fait ça. Je vous rappelle que, par exemple, Rachida Dati a fait exactement la même chose. Elle n'a pas révélé le nom de son conjoint, enfin du père de son enfant. Donc pourquoi? Est-ce qu'il y aurait derrière des conflits d'intérêts ou éventuellement des problèmes vis-à-vis des personnes avec lesquelles ces personnes-là ont fait leur progéniture?
C'est des questions qui sont à se poser quand même, parce que il faut pas oublier qu'il y a des possibles conflits d'intérêts. Donc il est important de savoir les conjoints des uns et des autres, surtout quand certains obtiennent des postes, obtiennent des rémunérations parlementaires, obtiennent plein de choses comme ça, ou obtiennent des statuts, comment dire, au-delà de l'associatif, hein, même jusqu'au niveau du plus haut degré de l'État, hein, jusqu'aux fonctions présidentielles. On a sans cesse cette demande d'une fonction pour la femme du président, alors que je rappelle quand même que ce régime est censé venir après la royauté. Donc il n'y a pas à donner une place à la femme ou à l'homme qui accompagne la personne. Et pourtant, voilà, il y a toujours cette discussion qui est faite. Voilà. Mais c'est simplement parce qu'il manque la représentation féminine, il manque la représentation sentimentale dans ce genre d'institutions, parce que justement, elles ne sont absolument pas empathiques et ni sentimentalistes dans le bon sens du terme, hein. Donc du coup, l'homme ou la femme qui accompagne l'être humain, on ne connaît pas, on ne sait pas, ou on le connaît trop, hein. Ça change, enfin bref, du coup, il n'y a rien qui est vraiment fixé dans un régime pareil. Alors que, voilà, au moins en monarchie, c'est clair. On a l'homme représenté, on a la femme représentée. Et chacun a ses compétences et ses prérogatives. Et il est hors de question que l'un ou l'autre rentre dans les prérogatives de l'un ou de l'autre sans y avoir été invité. Voilà, donc c'est un peu étrange quand même, hein. C'est quand même la fiche Wikipédia, hein. Donc après Bercy. Candidate aux élections législatives en mai 2002 dans l'Yonne, Florence Parly perd au second tour contre Jean-Pierre Soisson. D'accord, hein, elle perd, hein, avec 42,82% des suffrages. Mais elle est quand même vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne de 2004 à 2016, ainsi qu'entre septembre 2004 et 2006. Mince, pardon, je me suis trompée. En 2004-2006, ainsi qu'en septembre 2004-2006, voilà. Présidente du directoire de l'Agence régionale du développement d'Île-de-France. Entre 2003 et 2005, Florence Parly est également responsable nationale chargée de l'économie et de l'emploi au Parti socialiste. Ça fait quand même beaucoup de casquettes pour une seule personne, hein. Florence Parly quitte la vie politique et devient en juin 2006 directrice de la stratégie des investissements à la direction financière d'Air France, jusqu'à sa nomination comme directrice générale adjointe d'Air France Cargo en janvier 2009. En 2007, elle rejoint l'appel Gauche Avenir. Gauche Avenir. Il y a un avenir à la gauche, là, je ne savais pas. Lancé entre autres par Paul Quilles et Marie-Noëlle Lienemann, avec la participation en 2008 au banquet républicain sur l'unité de la gauche. Alors, ils arrivent à trouver une unité de Benoît Hamon et Jean-Pierre Chevènement. Ah oui, c'est vrai que depuis 2007, c'est vrai qu'ils se sont beaucoup unis, hein. Ça a porté beaucoup de fruits. Dirigeante d'entreprise détenue par l'État. C'est tout à fait ça, hein. L'État détient les dirigeants d'entreprise. De 2012 à juin 2017, elle était administratrice indépendante et présidente du comité des nominations et des rémunérations chez Altran. Le 1er janvier 2013, elle devient directrice générale adjointe de l'activité Passe-Point à Point-Orly et Escale France, chargée du redressement du cours courrier dans le cadre du plan Transform 2015. À ce titre, elle est membre du comité exécutif du groupe Air France. Elle est membre des conseils d'administration d'Air France et d'Ingenico Group. Elle quitte ses fonctions chez Air France fin août 2014. Elle y perçoit une rémunération moyenne de plus de 79 000 euros net mensuels. 79 000 euros mensuels, soit environ 69 SMIC. Alors que juste avant, je vous disais quand même que cette personne avait été en charge justement du social. Et elle, par contre, perçoit 69 SMIC. Alors qu'elle n'a jamais été élue quand même, hein. Son indemnité de départ s'élève à 675 800 euros. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent pour une personne qui travaille à Air France. Et à partir d'une carrière qu'elle a faite alors qu'elle n'a jamais été élue.
C'est quand même très fort. Le 18 novembre 2014, elle devient directrice générale déléguée de la SNCF pour assurer le pilotage stratégique et la cohérence économique de l'entreprise dans le contexte de profondes transformations prévues par la réforme ferroviaire officiellement chargée de la stratégie et des finances. En mars 2016, Guillaume Pépi la nomme directrice générale de SNCF Voyageurs, la branche de la SNCF spécialisée dans le transport ferroviaire de voyageurs longue distance et à grande vitesse, en remplacement de Barbara Dalibard, à partir du 1er mai 2016. À ce titre, elle pilote l'univers voyageur de SNCF Mobilité, rassemblant des activités voyage, TGV, Transilien, TER et Intercité, mais également le programme porte-à-porte de l'entreprise, soit 15,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 70 000 salariés et 5 millions de voyageurs chaque jour. Elle siège à partir du 14 janvier 2016 au conseil de surveillance de l'entreprise Zodiac Aerospace comme représentante des fonds stratégiques de participation gérés par le groupe Edmond de Rothschild, ainsi qu'au conseiller d'administration d'Altran et d'Ingenico. C'est marrant, hein? Ministre des Armées. Elle est nommée ministre des Armées le 21 juin 2017 dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Geneviève Darrieussecq est nommée comme secrétaire d'État à ses côtés. Une semaine après sa nomination, elle quitte les conseils d'administration de Zodiac Aerospace, Altran et Ingenico. Polémique. Le 5 juillet 2017, l'hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné révèle que Florence Parly est la cible du parquet national financier dans une affaire de trucage d'appel d'offres ayant eu lieu à la SNCF au profit de la société IBM. Ce que je vous disais, le problème, c'est son rapport avec les banques, étant donné que son mari, enfin son conjoint, est quand même à la Poste, directeur de la Poste. Donc c'est un peu embêtant quand même. Ça fait beaucoup de liens avec le milieu bancaire. Celle-ci aurait mis un certain temps à agir afin de corriger la situation délictueuse. L'hebdomadaire la met également en cause dans son rôle concernant la mise au placard de l'un des cadres de la direction des achats, sanctionné pour avoir refusé ces pratiques. Le 6 octobre 2017, le magazine hebdomadaire Marianne révèle que Florence Parly a perçu près de 52 000 € par mois durant le premier semestre 2017. Cette rémunération au vu de son poste à la SNCF, excède les plafonds prévus et choque, compte tenu de la situation financière dégradée de l'entreprise publique de transport ferroviaire. Et cette personne a des distinctions. Chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite. Voilà, donc vous pouvez aller voir l'article qui est assez intéressant. C'est un article Wikipédia, donc ce n'est pas moi qui invente les choses. Et s'il y a des erreurs, il faut s'en remettre à Wikipédia. Par ailleurs, je suis extrêmement choquée de tout ce que j'apprends. J'espère que vous-même, vous avez compris dans quel système étatique nous sommes et l'importance grandissante de ne plus voter et surtout d'aller chercher les identités des personnes. Allez directement voir à la source leur parcours, etc. Et là, vous allez comprendre directement dans quel domaine ces personnes-là sont impliquées. Et donc, ma question est de savoir, quand même, une fois que cette dame a été responsable chez Air France, est-ce qu'elle n'est pas au courant des épandages? Ou est-ce qu'elle est au courant? La même question. Voilà. Donc, j'attends la réponse. J'espère que d'ici quelques années, nous aurons toutes les réponses à nos questions. Surtout quand après être passé chez Air France, on se retrouve ministère des Armées. Donc, même si on me dit que Air France n'épand pas, etc., je trouve quand même les liens un peu mystérieux petit à petit quand même. En tout cas, qui soulèvent énormément de questionnements.